Fake News de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Révolte algérienne ou gilet jaune, les médias ont choisi. Le soulèvement populaire algérien a été salué par de nombreux médias et journalistes français qui semblent bien plus circonspects quand il s'agit des gilets jaunes. Siège à l'ONU, les médias ridiculisés. Au moment de la signature du traité d'Aix-la-Chapelle, certains exprimaient leur crainte de voir la France bientôt céder son siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Les médias avaient alors hurlé à la fake news. Aujourd'hui, le débat est relancé. Racisme, les médias menés à la baguette. Une boulangère africaine de Levallois-Perret, en difficulté financière, a affirmé avoir été victime de propos racistes. Des propos relayés par une association communautaire violente et par des médias qui ont oublié toute prudence. Et vous retrouverez le zapping et les tweets. La France et l'Algérie ont une histoire intimement liée et cela se ressent dans les médias français qui regardent avec les yeux de Chimène cette révolte populaire qui a lieu en Algérie. On le voit avec par exemple cette une du Figaro, Algérie, la contestation s'étend, le régime vacille, et ces articles, Algérie, mobilisation historique face à Bouteflika, et Algérie, les impressionnantes images de la mobilisation contre Bouteflika, où on voit une foule immense. Il y a également un éditorial du Figaro qui mérite le coup d'œil, intitulé « Sursaut algérien », dans lequel Patrick Saint-Paul écrit que les révoltés algériens font preuve de civisme, qu'ils ont pour arme l'humour et la fantaisie, et que c'est un sursaut de fierté qui a jailli de la jeunesse. Sur Twitter, le rédacteur en chef économie du Figaro a réagi. Le président algérien renonce finalement à se présenter. Une info qui devrait redonner du grain à moudre aux plus excités des gilets jaunes qui veulent le départ de Macron. Avant de poursuivre ironiquement, un seul point commun, qu'il soit 30 000 à le réclamer, comme en France aujourd'hui, ou des centaines de milliers comme à Alger, un détail. Donc une ironie anti-gilet jaune, moquant le nombre de participants supposés, qui est donc l'œuvre du rédacteur en chef éco du Figaro. Libération s'est également intéressée à cette question algérienne, évidemment, avec une l'élan algérien, et puis un article, l'Algérie au bord de l'éclosion, dans lequel est écrit que les révolutionnaires font entendre leur voix trop longtemps tue et osent forcer le pays à se détacher du passé. Autre une qui vient confirmer le parti pris en faveur de la révolution algérienne, cette une du 12 mars, Algérie, première victoire, une qui suit évidemment l'annonce du report des élections présidentielles. Et Le Monde également s'intéresse à cette question, toujours avec une Algérie, une contestation d'ampleur historique. Dans la rue, l'espoir du changement. Et pour Le Monde, c'est une révolte des femmes et de la jeunesse. Dans les rues d'Alger, la mobilisation massive des femmes. Bouteflika serait l'homme qui cristallise la colère de la jeunesse algérienne. Et enfin, les étudiants, clés du changement en Algérie. Alors, autre exemple de parti pris médiatique, cet édito de l'Obs, la France doit soutenir l'époustouflant peuple algérien. Sur Facebook, Brice Couturier, qui est notamment journaliste pour France Culture, se réjouit de la révolte populaire en Algérie en déclarant solidarité avec le peuple algérien en lutte et en insistant, en comparant avec les gilets jaunes. Si vous cherchez sur les chaînes d'infos un authentique peuple en lutte pour sa dignité et sa liberté, regardez plutôt les images en provenance de l'Algérie. Une comparaison très claire avec les gilets jaunes. Alors Jean-Yves, on a vu donc un parti pris médiatique assez important. C'est un parti pris médiatique extraordinaire, c'est-à-dire que les révoltes, les mouvements populaires en dehors de France, c'est hyper sympa.
sans qu'on sache réellement ce qui se passe toujours d'ailleurs. En France, alors quand c'est mal pensant, c'est vraiment pas sympa du tout, quoi. Donc là, on a accumulé les adjectifs magnifiants, c'est époustouflant, c'est admirable, c'est extraordinaire, quoi. Et en même temps, ils éprouvent le besoin de dénigrer le mouvement des Gilets jaunes, en comparant d'ailleurs des chiffres de manifestation après 3 mois de manifestation et au tout début, évidemment. On peut comprendre que les uns soient peut-être moins importants que les autres, mais ça n'est pas remis dans le contexte. En fait, c'est un cas particulier de ce que Jean Raspail avait appelé l'idéologie Bigother, le grand autre. Tout ce qui vient d'ailleurs, tout ce qui est autre. Alors les Algériens, c'est autre. Ces musulmans, ça a fait la guerre contre la France, c'est autre, c'est formidable l'Algérie. Et tout ce qui est français, eh bien, ça mérite d'être minoré, surtout si ça paraît franchouillard comme les gilets jaunes. Vraiment, c'est l'ethnomasochisme là. Il y a l'ethnomasochisme d'un côté, le Bigother, le grand autre de l'autre. C'est absolument caricatural. Je dois dire, moi, les médias, ils arrivent à me sidérer toutes les semaines. Hein. Pourtant, je devrais être blindé, je devrais être blasé. Ben non, ils arrivent quand même à exceller. Pardon de le dire, mais dans une certaine forme d'ignominie, la haine de soi et la valorisation de ce qui est étranger et qui nous est quand même assez souvent hostile. Alors il y a une chose qui est juste quand même, il faut le reconnaître, quand ils disent qu'il y a la jeunesse, bah oui, puisque l'Algérie est un pays qui a eu un taux de fécondité très élevé, et aujourd'hui sa moyenne d'âge c'est entre 25 et 27 ans, donc effectivement dans une manifestation à Alger, il y a naturellement beaucoup de jeunes, ça c'est juste. Mais tous les autres qualificatifs, et puis présenter ça comme l'affaire réglée, alors que vraisemblablement le pouvoir algérien a commis un enfumage de plus, en annonçant non pas le retrait d'ailleurs de la momie Bouteflika, mais le report des élections. C'est une victoire tout à fait relative pour le moment pour les manifestants. Alors, autre point d'intérêt dans le traitement médiatique sur l'Algérie, eh bien, c'est l'omniprésence de Rachid Nekaz qui se présente comme un candidat à la présidentielle algérienne. Alors, il a été connu notamment pour avoir payé des amendes de femmes en niqab, condamnées pour le port du voile intégral. Il avait notamment été pris à partie par Nadine Morano dans une vidéo très connue. Et eh bien, TV Liberté s'est intéressé hier soir à ce sujet. On va regarder un extrait tout de suite. Vendeur de sommeil en banlieue parisienne, candidat anecdotique lors d'élections locales et candidat jamais présenté aux élections présidentielles en France et en Algérie, potentiellement faux millionnaire et possiblement dérangé, Rachid Nekaz continue son petit spectacle comme si de rien n'était, toujours invité par un petit monde médiatique étrangement conciliant vis-à-vis de ce personnage. Alors effectivement, Rachid Nekaz est partout sur France Info, où il est considéré comme un opposant qui promet même une loi d'amnistie si Abdelaziz Bouteflika sort par la grande porte. Sur le Figaro.fr, il est également considéré comme un opposant qui défie Bouteflika, avec une photo très améliorative, ou encore sur le Huffington Post, où il est considéré, là encore, comme un opposant à Bouteflika. Alors Jean-Yves, on voit donc une mise en avant d'un farfelu, d'un drôle de personnage en tout cas. D'un personnage qui est, semble-t-il, totalement mythomane. Je crois que dans cette affaire algérienne, les médias sont dans la fiction. Ils sont dans la fiction d'un peuple beau et gentil qui se soulèverait et qui voudrait reprendre gentiment le pouvoir. Ils sont dans la fiction d'un opposant qu'ils ont été trouvés non pas sur place, mais dans la rue d'à côté ou dans le département d'à côté. Et donc, on met en avant ce Nekaz, pour lequel bravo à TV Liberté d'avoir fait ce reportage de réinformation qui montre que tout est bidon chez ce personnage. Mais ça fait rien. On en fait une figure emblématique de la révolte algérienne. En fait, ces gens-là ne sortent pas. Ils sont entre eux, dans leur entre-soi, dans leur plateau, et ils invitent des gens qui passent à portée de chemin, pour les faire parler sans aucun contact finalement avec la réalité. Nous sommes, faut bien comprendre ça, quand les médias nous parlent, les médias dominants nous parlent, c'est de moins en moins des faits, de moins en moins des reportages et de plus en plus de la
fiction. Passons au zapping. Mais si la colonisation n'avait pas existé, Smaïl Zidane ne serait jamais venu en France. Et Zinedine Zidane n'aurait jamais été français. Alors là, on ne fait pas l'histoire nécessairement, mais j'ai une pensée ce matin pour ceux qui partent avec une valise, qui sont partis, ces papas, ces jeunes hommes qui sont devenus parents et grands-parents en France et qui ont donné des Zidane ou d'autres, et qui sont tous des enfants de la République, qui viennent d'Algérie, du Portugal, d'Espagne, d'Italie. Voilà, il y a des Arméniens, il y a des Grecs, on est tous fiers d'être français. Regardez ça de façon très clinique, vous ne jugez pas. Vous ne dites rien, mais de fait, via les prénoms, parce qu'il n'y a pas de statistiques sinon qui permettent d'appréhender cette réalité, le constat que vous faites, Jérôme Fourquet, il s'apparente un peu à ce qui suscitait des condamnations, c'est-à-dire les thèses du remplacement. On a là une population qui se modifie substantiellement dans son origine. Il y a le World Economic Forum, qui est un organisme très sérieux qui fait chaque année une étude à travers le monde sur les pays, histoire de montrer, de démontrer quels sont les pays qui sont les plus équitables au niveau des droits entre les hommes et les femmes et les plus inéquitables. Et bien, si vous regardez le dernier rapport que j'ai vu en 2018, dans le flop 15, les 15 pires pays au monde et d'une manière générale les derniers de la classe, le point commun culturel, religieux évident, c'est l'islam. Alors, remplacement, on est à 18% sur les nouveau-nés, donc c'est pas un remplacement, mais c'est-à-dire, je le répète, un cinquième. C'est un cinquième, donc, mais donc ce n'est pas le remplacement. La courbe. Enfin, quand on évoquait même cet ordre de grandeur-là, mais alors, ça paraissait fantaisiste. C'est tout à fait substantiel. Ce qui est impressionnant également, c'est l'allure de la courbe, hein, qui est très orientée à la hausse. Autre mobilisation en Algérie. Elle aura été massive, impressionnante hier. Signe des temps, un des imams les plus écoutés du pays n'a pas adressé sa prière du vendredi à Abdelaziz Bouteflika, comme il le fait d'habitude, préférant souhaiter le meilleur au peuple algérien. Et même dans les médias, pourtant traditionnellement aux ordres, certains ont choisi de dire les choses à leurs risques et périls. Bonsoir à tous, chers téléspectateurs, et merci de votre confiance, parce que nous sommes à votre service, au service d'une information la plus sérieuse et professionnelle possible, mais toujours indépendante. Si nous avons invité Nicolas Dupont-Aignan hier, c'est en vertu du pluralisme auquel le service public que nous représentons est profondément attaché. Une statue renversée, des extincteurs vidés sur les bancs et les murs. Voilà ce qu'a découvert le prêtre de l'église Saint-Louis dans le quartier de la Robertsau à Strasbourg hier après-midi. Selon un témoignage recueilli sur place, un voisin aurait aperçu 4 jeunes, 2 filles et 2 garçons jouant sur le parvis avec des extincteurs à l'heure de la sortie du collège situé juste en face de l'église. Sans doute une grosse bêtise à laquelle il faut répondre fermement. Vous êtes super. Vous êtes super, Sandrine. Ouais, vraiment, vous avez été super l'autre fois. Je le dis vraiment, j'ai plaisir à le dire. Vous êtes une super journaliste et une personne qui a l'air géniale. A l'air seulement. Qui a l'air géniale, parce que je ne vous connais pas. Merci. Mais vous donnez vraiment envie de vous connaître. Je trouve que vous êtes une journaliste géniale et que vous êtes une personne avec du courage et beaucoup de dignité. Beaucoup de sang-froid que j'aurais pas eu. C'est vrai. Devant autant de bêtises. Et là, vraiment, vous êtes super. On va vendre une infrastructure qui rapporte à la France, qui produit des dividendes, qui est bien gérée. Et vous savez quelle est la banque qui fait la transaction ? Et alors, peu importe quelle est la banque Vous allez me dire que c'est Rothschild. C'est la Bank of America. Bon, et alors ? Attendez, et vous savez qui s'occupe de ça, la Bank of America ? Tant mieux si c'est Monsieur Bernard Mourad. Et vous savez qui est Monsieur Bernard Mourad ? Allez-y, qui a été un soutien d'Emmanuel Macron. Soutien d'Emmanuel Macron. Jeudi dernier, Marine Le Pen affirmait lors d'une interview que le groupe Bayer-Monsanto, qui fabrique notamment des produits au glyphosate, finançait l'ALDE, le parti d'Emmanuel Macron au Parlement européen. Ce parti n'est que l'allié de LREM, mais il est vrai qu'il reçoit les financements de Bayer-Monsanto. S'il fallait retenir pour vous une proposition, la plus importante, ce serait quoi ? Le RIC. Parce qu'à mon avis, d'ailleurs j'avais signé une proposition de loi dans ce sens quand j'étais député, parce qu'elle les contient toutes. Voilà, j'allais dire, le RIC, c'est redonner la parole au peuple. Dans un monologue d'1h30, Bernard-Henri Lévy dénonce l'expression de la haine. Ceux de gilets jaunes qui, à Paris, ne pensent qu'à casser du flic, du juif et du PD. Par charité, je ne commenterai pas le passage sur BHL, qui ne change pas, ni sur sa pièce, parce que vraiment, il faut aller aussi éviter de trop se répéter.
Alors, un petit commentaire sur Pujadas qui aborde avec Fourquet la thèse du grand remplacement, mais il n'ose pas utiliser le mot, il utilise le mot remplacement. Il a supprimé le grand remplacement et il dit on trouvait que c'était fantaisiste. Il ne doit pas ouvrir les yeux souvent. Et là, on nous dit il y a 18% de prénoms musulmans à la naissance. Ce qui n'est d'ailleurs qu'une partie de la réalité, car une partie des Africains qui naissent en France et qui ne sont pas musulmans n'ont pas forcément des prénoms musulmans. Enfin, bon, Pujadas découvre en prenant des pincettes. On voit là, il prend l'air très, très, très gêné pour dire ça, mais enfin, il le dit quand même. Dans l'euphémisme médiatique, il y a l'affaire de l'église de la Robertso à Strasbourg, qui a été profanée. Alors là, on nous dit, oh, bon, c'est une grosse bêtise, On imagine le même acte commis dans une mosquée ou dans une synagogue, ça ne serait pas une grosse bêtise, ça serait le scandale des scandales à la une de tous les médias. On a aussi des belles scènes d'entre-soi des médias, par exemple les médias français qui dénoncent les médias traditionnellement aux ordres en Algérie et qui sont un peu moins, ça c'est assez drôle. Alors ils nous disent d'ailleurs que les médias en Algérie sont un peu moins aux ordres du pouvoir, mais c'est bien, ils pourraient suivre l'exemple là pour le coup. Et puis toujours dans l'entre-soi, on a une scène absolument d'anthologie entre Anne-Elisabeth Lemoine et Sandrine Kiberlin, c'est-à-dire là c'est l'alliance des people et des journalistes où on s'envoie des fleurs, vous êtes une journaliste formidable, etc. C'est d'une indécence. Et en plus, au moment où ils reviennent sur ce qui les a opposés à Dupont-Aignan, sans réinviter Dupont-Aignan en donnant simplement leur point de vue entre eux. Vous êtes formidables, mais oui, les chéris, continuez d'être formidables comme ça. Vous ne serez pas déçus du résultat final. Passons au deuxième sujet, siège à l'ONU, les médias ridiculisés. C'était il y a quelques semaines, alors que le traité d'Aix-la-Chapelle entre la France et l'Allemagne était signé, eh bien des voix politiques s'étaient élevées pour évoquer l'hypothèse que ce traité soit une étape vers, par exemple, une cession du siège de la France au Conseil de sécurité de l'ONU pour le partager soit avec l'Allemagne, soit avec l'Union européenne. À l'époque, les médias s'étaient évidemment insurgés contre une horrible fake news de l'extrême droite et avec des articles comme par exemple « Non, le traité d'Aix-la-Chapelle ne prévoit pas le partage du siège français à l'ONU ». Le Progrès qui titrait « Non, la France n'abandonne pas son siège permanent à l'ONU ». BFM qui évoquait un texte qui provoquait des fantasmes et les décodeurs du Monde qui parlaient tout simplement d'une intox. Une vidéo a même été réalisée par Arte sur le sujet. On va regarder un extrait tout de suite. En ce qui concerne la place de l'Allemagne au Conseil de sécurité de l'ONU, il n'est mentionné nulle part dans le nouveau traité qu'elle devra faire chaise commune avec la France. Et pour traiter ce sujet-là, à l'époque, eh bien, les médias avaient employé divers qualificatifs, comme par exemple le Dauphiné, qui parlait de rumeurs, d'infox, de liberté avec la vérité, et toujours et encore de rumeurs. L'AFP Factuel avait fait un article de décodage plutôt honnête sur la question, en déclarant que s'il n'était écrit à aucun moment que la France partagera son siège permanent avec l'Allemagne, ce qui de toute manière n'était pas le propos initial des commentateurs politiques, l'AFP Factuel déclarait également que l'affirmation inverse, à savoir que la France ne partagera pas son siège avec l'Allemagne, n'était pas non plus inscrite dans le texte. Et cette semaine, eh bien, le Huffington Post nous apprend que Merkel soutenait l'idée d'un siège européen unique à l'ONU au détriment de la France. Une information reprise par 20 minutes. Réforme de l'Union européenne, Merkel favorable à un siège européen unique à l'ONU. Alors heureusement, le journal du dimanche vient nous rappeler que tout ça reste un fantasme, une intox. Non, la France ne va pas partager son siège au Conseil de sécurité de l'ONU avec l'Allemagne. C'est une vieille lubie de l'extrême droite qui a été réanimée ces derniers jours, écrit le journal du dimanche. La peur de voir la France céder son siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Rien ne pourra évoluer sans l'accord de Paris, conclut le JDD.
Jean-Yves, on voit donc que cette fake news revient, mais ça reste malgré tout une fake news. Là, on a deux choses. On a l'infox sur l'infox, en quelque sorte, puisqu'on présente comme une infox, on a présenté comme une infox ce débat autour du siège de la France au Conseil de sécurité, alors qu'en fait, ceux qui posaient la question de savoir si la France n'allait pas le partager avec l'Allemagne ou n'allait pas le partager avec l'Union européenne, ils avaient une analyse peut-être différente de la doxa dominante du pacte ou du traité d'Aix-la-Chapelle, mais c'est une analyse différente, c'est un point de vue différent, c'est pas en soi une infox. D'autant plus que ce que disait le texte d'Aix-la-Chapelle, il prévoyait assez longuement, de manière assez pesante, une concertation croissante entre les représentations françaises et allemandes au Conseil de sécurité. Donc en fait, le but, c'est de préparer le terrain à cette idée. C'est de préparer le terrain au remplacement du siège français au Conseil de sécurité par un siège franco-allemand ou plus probablement européen. Un siège européen. Donc c'est de la préparation de terrain, tout simplement. Et donc c'est assez logique que ceux qui sont hostiles à cette évolution la dénoncent. Alors je dois dire, quand on dit c'est l'extrême droite, c'est quand même se moquer du monde, parce que je pense que c'est une logique assez traditionnelle de souverainisme et d'un certain point de vue de gaullisme. C'est pas spécialement, entre guillemets, d'extrême droite. Voilà. C'est pas la première fois qu'on voit une idée diabolisée. Il y a quand même là une double dérive, mais c'est la tendance qui consiste à qualifier d'infox ou de fake news, un simple point de vue différent. Ce qui vise en fait à interdire tout débat. Parce qu'à partir du moment où on dit il y a une vérité, il y a des mensonges, il y a une vérité, il n'y a plus de débat, alors qu'on ne peut accéder à la vérité précisément que par le débat. Alors, il y a un enfumage médiatique. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une autre sorte d'enfumage ? Oui, alors je pense qu'il y a la tentation à la fois du côté de Merkel et du côté de Macron de jouer un petit peu sur la corde nationale. L'Allemagne contre la France, en disant il faudrait quand même qu'ils pensent à nous donner ou à partager avec nous le siège au Conseil de sécurité, côté Merkel. Et du côté de Macron, on va dire non, il n'en est pas question. Donc un peu la France contre l'Allemagne, chacun se posant auprès de son opinion publique comme le défenseur des intérêts nationaux. Je pense que c'est un peu un enfumage. Parce que le vrai sujet aujourd'hui, c'est pas la frontière du Rhin, c'est pas la France, c'est pas l'Allemagne, c'est la frontière de la Méditerranée, c'est le problème de l'immigration massive. Et je pense que cette affaire-là, c'est un leurre, à la fois pour Macron et pour Merkel. Et de ce point de vue-là, les souverainistes qui grimpent au rideau et les médias qui dénoncent la fake news, tout ça contribue à l'enfumage généralisé. Passons au tweet.
Alors, très bon tweet de Damien Rieu sur le vivre ensemble. Beaucoup de croyants, peu de pratiquants. Je crois que c'est très juste. À vrai dire, le vivre ensemble, ça n'existe guère ou ça n'existe qu'à la marge. Il y a le vivre à côté, plus ou moins pacifique. Pas très pacifique d'ailleurs à Grenoble, où on continue de caillasser les pompiers et d'envoyer dans les banlieues de l'immigration et d'envoyer des cocktails Molotov contre les policiers, mais commenté par la presse locale. On n'en parle plus du tout dans la presse nationale, mais dans la presse locale, ça donne soirée plutôt calme ou relativement calme. On a juste balancé quelques cocktails Molotov contre les policiers. C'est sûr que si les Gilets jaunes se permettaient ce type de facétie, là, la République ne manquerait pas d'être en danger. France Culture s'illustre, puisque c'est la tolérance, mais on bloque des tweetos qui ne plaisent pas. Et France Culture s'interroge, est-ce qu'il y a une culture française quand même Voilà, je pense qu'on pourrait leur répondre en leur supprimant leurs subventions. Voilà. Et leur nom, par la même occasion. Et leur nom, France Culture, y a-t-il une culture française? C'est vrai que c'est assez osé comme question. Bon, mais ils se rendent peut-être pas compte. Là, faudrait peut-être leur dire, attention, vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes confortablement assis. Puis voilà, on a découvert aussi que La République En Marche et Macron, qui passent son temps à dénoncer les faux comptes, ils ont beaucoup de trolls, des trolls de La République En Marche, qui en plus sont alimentés, on l'a vu dans l'affaire Benalla, directement alimentés par les services de l'État pour balancer des vidéos qui vont bien pour défendre Benalla. Voilà. Mais c'est la guerre médiatique, y compris sur les réseaux sociaux, c'est logique. Et puisqu'on parle de guerre médiatique, passons au troisième sujet, racisme, les médias menés à la baguette. Scandale dans la ville des Balkany, une boulangère d'origine africaine aurait été victime d'insultes racistes par son syndic avec qui elle était en bisbille. Bien, c'est la Ligue de défense noire africaine, la LDNA, qui s'est chargée de se faire l'écho de cette personne et qui a donc agi sur les réseaux sociaux et même en se rendant dans la mairie pour demander des comptes à Isabelle Balkany. La Ligue de défense noire africaine a donc médiatisé l'affaire. Les médias ont repris les informations de la Ligue de défense noire africaine et vous allez voir qu'il n'y a pas de conditionnel dans le traitement médiatique et que cette organisation, qui est quand même une organisation parfois violente, puisque, par exemple, dans le cas de l'opération du col de l'échelle Defend Europe par Génération Identitaire, le leader de la LDNA avait été au siège du Crédit Agricole pour protester contre l'emploi de Romain Espino, qui était alors porte-parole de l'opération. Et donc, les médias ont repris comme parole évangile les propos à la fois de la boulangère et de la Ligue de défense nord-africaine. Par exemple, le Huffington Post, le témoignage d'une boulangère noire victime de racisme, donc pas de conditionnel, indigne. Et le Huffington Post écrit que la Ligue de défense noire africaine se présente comme un mouvement luttant contre la négrophobie, le racisme et la discrimination, donc pas de contextualisation. Pour l'Obs, même chose, solidarité autour d'une boulangère de Levallois victime de racisme, donc là encore, aucun conditionnel, et la Ligue de défense nord-africaine est présentée sans contextualisation là aussi. Le service public, France 3, une boulangère noire raconte les insultes racistes, et même chose là encore, la LDNA présentée comme une association lambda. Auféminin.com va encore plus loin, puisque la LDNA est, selon ce site, un mouvement citoyen qui se présente comme luttant contre la discrimination. Alors Jean-Yves, on peut se poser une question toute simple. Est-ce que finalement, Génération Identitaire, s'ils étaient cités dans un média, est-ce qu'ils seraient présentés comme ça aussi D'abord, je trouve que votre propos est un peu déplacé parce que la LDNA, c'est quand même une bande de charlots. Génération Identitaire, c'est plus sérieux, mais il est évident que si on en parle, c'est tout de suite pour les disqualifier en parlant de mouvements extrémistes, etc. Alors que là, la LDNA, dont le patron est quand même au minimum un gros lourd, qui défend un communautarisme violent, qui multiplie les à peu près,
enfin il suffit de le voir pour tout de même avoir quelques doutes, eh bien là, il n'y a pas de contextualisation. C'est vrai que c'est assez incroyable. Pas de contextualisation, c'est pris comme de l'eau bénite, c'est repris comme parole d'évangile, voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Peut-être d'ailleurs que Génération Identitaire devrait changer de nom et devenir la Ligue de défense blanche européenne. Peut-être, oui, peut-être. Est-ce qu'il serait mieux vu pour autant? Je trouve peut-être un peu optimiste. Alors l'autre chose qui est assez extraordinaire, c'est quand même que la première règle, normalement, du journalisme, c'est de vérifier les informations. Et donc, si vous avez quelqu'un qui se plaint de son syndic, eh ben, vous écoutez la personne qui se plaint de son syndic, et supposez que ça soit intéressant, parce que des gens qui se plaignent de leur syndic, il y en a quand même beaucoup. Mais vous demandez aussi au syndic, vous demandez aux copropriétaires, vous demandez aux voisins, c'est-à-dire qui n'entend qu'un son, alors c'est le lot qu'une cloche. Il faut quand même un peu diversifier. Et ça, absolument pas. On prend la parole au premier degré, sans conditionnel, sans la vérifier. Ces gens-là sont des charlots, comme précisément les gens de la Ligue de défense noire africaine. Alors, il y a d'autres médias qui ont quand même fait un petit peu mieux le boulot, un petit peu mieux que la moyenne. Bon, c'est pas dur en même temps, effectivement. Notamment Le Parisien, qui est allé se renseigner un petit peu sur le fond de l'affaire et qui a découvert que la boulangère, soi-disant victime de racisme, était dans une situation financière un petit peu compliquée puisqu'elle avait des retards de loyer et ça pouvait entraîner bientôt une procédure d'expulsion. Et Check News a été voir le syndic qui a donc nié avoir proféré des insultes racistes contre cette personne. Et puis on voit un petit effort de Check News qui a signalé, puisque l'un des intertitres, Madame Pauline, la boulangère, dit avoir été victime de racisme, ce qui aurait donc dû être le titre de tous les médias. Bon, alors ils se reprennent vite, ils retombent quand même dans les travers rapidement, puisque sous le titre, on voit les insultes racistes dont elle a été victime ont été dénoncées. Donc on voit que ils reviennent quand même, ils enlèvent le conditionnel rapidement, mais il y a un petit effort quand même. Oui, mais dans un deuxième temps. Ouais. C'est-à-dire que le premier temps, c'est le racisme dont est victime la boulangère noire. Ensuite, Le Parisien et Check News nuancent un petit peu. Ce qui est grave quand même, c'est qu'ils aient tous repris ça massivement, sans aucun discernement, alors que des affaires bidons de ce genre, il y en a très souvent. Il y en a une, il y a les gens qui se font des fausses scarifications, il y a des histoires, il y en a tout le temps. Il y a eu une histoire tout à fait exemplaire, il y a maintenant 8 ans, je crois, c'est l'affaire de l'ophtalmo-raciste. Bon, tous les médias, absolument tous les médias, avaient accusé, sur la base d'un témoignage, un ophtalmo d'avoir refusé de soigner un enfant arabe, alors qu'il n'avait pas refusé de soigner l'enfant arabe, il avait simplement demandé au père d'attendre son tour pour passer. Eh bien, tous les médias l'avaient repris. Cet ophtalmo avait été harcelé pendant 3 jours, avant finalement qu'on reconnaisse la réalité, à savoir que c'était le père de l'enfant arabe qui se plaignait, qui s'était mal conduit, et non pas l'ophtalmo-raciste. Le syndicat des ophtalmos, d'ailleurs, avait fait après une remarquable vidéo pour décrire la folie médiatique. Alors, les médias pourraient savoir qu'une partie de ces affaires sont bidons, et au moins vérifier. Mais non, ils recommencent. Ils recommencent à chaque fois. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où c'est politiquement correct de le dire, eh bien on y va. Si c'est faux, c'est pas grave. Et puis si c'est vrai, on aura servi la cause. Et puis si c'est faux, on fera un tout petit démenti 3 jours après que personne ne lira. Et l'opinion aura quand même été bien mise en condition pour penser qu'il y avait des méchants blancs racistes et des gentils noirs ou des gentils musulmans victimes du racisme. Voilà, aucun recul. Alors, aucun recul. Il y a vraiment un très gros problème avec les médias. Et le problème, c'est en plus que cette affaire de l'ophtalmo-raciste, elle a été récompensée par un Bobard d'or en 2011, et finalement, les médias ont l'air partants pour en gagner un nouveau l'année prochaine. Oui, alors là, ils avaient obtenu un Bobard, c'est ce qu'on avait appelé le Bobard total, parce que tout le monde, TF1, France 2, Le Figaro, Le Monde, tout ça, ils avaient tous mérité. Là, c'est peut-être un petit peu une tonalité un peu... Il n'y a pas beaucoup de nuances dans le traitement médiatique, je vous rassure. Un peu moins, mais il n'y a pas beaucoup de nuances. Bon, écoutez, voilà, c'est dans 1 an, il va falloir tenir le rythme. Ils se tiennent prêts, a priori, ça s'entraîne dur.
Jean-Yves, on va arriver à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un coup du chapeau? D'abord, un coup de chapeau à Southern qui va publier un reportage borderless sur la suppression des frontières en Europe, un reportage qui, je crois, sera tout à fait intéressant. Et puis, puisqu'on parle de frontières, je voudrais citer le colloque de l'Iliade qui aura lieu le 6 avril prochain, le samedi 6 avril prochain, sur le thème Europe, l'heure des frontières. Et il y a déjà une petite vidéo qui circule pour faire connaître cette manifestation, parce qu'il faut aussi réfléchir aux frontières de l'Europe telles qu'il faut les reconstruire, frontières physiques et frontières mentales. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous envoyer vos retours et votre veille médiatique à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. Et puis Jean-Yves, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.